présentation d'une association qui nous est chère, Wake Up Café, donc qui réinsère des personnes qui sortent de prison. Thérèse et moi, Thérèse est là à côté de nous. Thérèse et moi sommes bénévoles de cette association et Yacine a accepté d'être un témoin très important qui va nous parler et déjà de son parcours à lui et aussi de l'association, puisque maintenant il est salarié. Il a fait de la prison, lui déjà, et enfin d'abord, et puis il a fini par intégrer l'association comme salarié, comme responsable pédagogique. Voilà. Donc, pour présenter juste l'association, on vous présente un petit film qui dure 2 minutes et demie, où vous verrez donc la personne, Clotilde Gilbert, qui a créé l'association et qui la dirige. Voilà. Donc, on va pouvoir lancer cette petite vidéo. Oui. Bonjour, je suis Clotilde, je suis la directrice de Wake Up Café. C'est une association que j'ai créée il y a 8 ans, après avoir été pendant 8 ans aumônier de prison à la maison d'arrêt des hommes de Nanterre, que je rencontrais dans leurs cellules des personnes qui, la plupart du temps, avaient des parcours très compliqués, qui n'avaient pas eu la même chance que beaucoup d'entre nous. Wake Up Café, c'est une association qui accompagne les personnes depuis leur lieu d'incarcération jusqu'à une réinsertion durable sans récidive. Et comment on les accompagne ? Sur 2 piliers, à la fois le pilier très individuel, où on connaît très bien leur histoire et on les accompagne à 360 sur toutes les difficultés qui vont pouvoir empêcher une réinsertion sans récidive. Et à la fois, on les accompagne avec ce deuxième pilier qui est la communauté d'entraide Wake Up Café, une communauté où on a monté des parcours qui sont à temps plein sur le site, tous les jours de 9h à 18h, avec le matin tout ce qui est préparation à l'emploi. À midi, il y a un déjeuner en commun qui apprend à vivre ensemble. Et l'après-midi, des parcours avec des ateliers de reconstruction de soi, parce que le milieu carcéral abîme les personnes. Wake Up Café répond depuis le début à des besoins forts d'accompagnement à la sortie de prison. Dans toutes les prisons de France, il y a des gens qui sortent de prison et qui ont besoin de cet accompagnement rapproché que font aujourd'hui les 7 sites ouverts par Wake Up Café. On est en forte croissance, en fort déploiement. On est dans une dynamique d'ouverture de sites de 2 à 3 nouveaux sites par an. On a besoin d'avoir des personnes qui ont ces compétences professionnelles pour ouvrir ces nouveaux sites. On est sur des programmes d'État avec différents ministères pour répondre à cet enjeu de diminuer la récidive dans notre pays. On est sur des projets d'ouverture de maisons Wake Up Café en pleine nature, des accueils à temps plein. Donc, on a vraiment besoin de gens qui sont engagés, compétents pour structurer et continuer à déployer la force de l'action Wake Up Café. Quand on rencontre un détenu, on lui dit « Si tu fais appel à Wake Up Café et que tu as vraiment envie de changer de chemin, tu auras avec toi la meilleure équipe qui soit pour réussir ta réinsertion. » Ça nécessite de notre part d'avoir des collaborateurs qui sont très engagés, à la fois engagés sur leur poste et la mission qui relève de leur poste, qui puissent incarner les valeurs de cette communauté d'entraide avec beaucoup d'exigences, mais aussi beaucoup de bienveillance. Des personnes qui aiment les autres, qui vont être prêts à se donner à fond pour chaque waker qui fera appel à nous. Alors, pour commencer, on aimerait beaucoup, Yacine, que tu nous résumes un peu ton parcours, c'est-à-dire, par exemple, le moment où tu t'es retrouvé en détention, le premier jour ou les jours suivants, en nous disant ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se retrouve enfermé entre 4 murs. Un jour, tu as parlé de tsunami, tu as aussi parlé d'un rapport au temps qui était très particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On aimerait aussi savoir ce qui t'a aidé à tenir, puisque toi, tu as tenu et tu t'es reconstruit magnifiquement. Ta famille, de quelle manière elle t'a aidé ou pas. Et enfin, évidemment, ta rencontre avec la littérature, parce que ça, c'est vraiment pas banal, que quelqu'un puisse dire c'est la littérature d'une certaine façon qui m'a sauvée. Ça, je l'ai lu une fois, je crois que c'était Carlo Levi ou Primo Levi,
qui disait que quand il s'est trouvé dans un camp, dans un camp nazi, il a tenu grâce à la Divine Comédie. Alors, déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour essayer de parler de ceux qui souffrent. Et ceux qui souffrent sont en détention actuellement, puisque je sortais de cet après-midi de Fleury-Mérogis et je me suis un peu, disons, un petit peu, fait une sorte de. Pardon. Ah. Vous m'entendez bien? Donc, excusez-moi, je reprends le fil. Des problèmes techniques, désolé. Donc, oui, je disais, en entendant Thérèse, je disais que alors, bien sûr, il y a mon parcours, mais il y a aussi le côté où c'est extrêmement difficile de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on a été. C'est toujours difficile, c'est toujours doloriste. Il y a toujours un côté il y a toujours une sorte de douleur qui remonte à la surface parce que on on a conscientisé un peu ce qu'on a fait quand on a réussi, en général, sa réinsertion. Donc, on a toujours un sac à dos et on porte toujours quelque part une douleur et qui ne part jamais. Voilà. Et ça, je tenais vraiment à le dire. Surtout que, alors, aussi, une autre chose qui est quand même fondamentale, c'est que les détenus, comme les wakers que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont suivis à Wake Up Café, qu'on appelle les wakers, il y a quand même une diversité, c'est-à-dire une diversité chez les détenus. Le détenu n'est pas un bloc homogène. Il y a des parcours différents, il y a des vies différentes, il y a des malheurs différents, mais par contre, tout le monde a connu la même chose, c'est-à-dire l'enfermement. Et l'enfermement, on pense que c'est folklorique, on pense que c'est quelque chose aujourd'hui dans une société qui se veut aussi très sécuritaire. On pense qu'il y a un côté folklorique, mais il y a moi je peux en parler en tant que témoin, c'est qu'il y a des grandes douleurs, des grandes souffrances, parce que aucun homme, et je dis bien aucun homme, ne peut s'habituer à 9 mètres carrés, enfermé 22 heures sur 24. Ça n'existe pas. Donc, on maquille ça. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui vont maquiller ça par des drogues ou ils vont fumer du shit ou ils vont essayer de s'échapper à la condition carcérale. Mais il y en a d'autres qui se suicident en détention. Et moi, je pense à eux aujourd'hui. Je pense à ceux qu'on appelle les oubliés de la prison. Et les oubliés de la prison, je tiens vraiment à le dire parce que on parle beaucoup de réinsertion, on parle beaucoup de ceux qui s'en sortent, mais il y a ceux qui ne s'en sortent pas en détention. Et j'ai une pensée pour eux parce que ils ont peur de sortir. Moi, je l'ai vu aujourd'hui parce que je venais de Fleury-Mérogis aujourd'hui où j'ai participé à un atelier. Et donc, je vois, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être isolé, je sais ce que c'est d'être exclu même par les autres prisonniers. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Par contre, par rapport à mon parcours, pour revenir très rapidement à mon parcours, moi j'ai connu la détention en 2006, je suis rentré. Donc j'étais le petit frère d'une fratrie, excusez-moi, fratrie. Donc j'étais dans le champ des cités, hein, voilà, dans la condition sociale un peu qui était très basse. Donc on voulait à tout prix s'élever socialement et malheureusement à tous les niveaux. C'est-à-dire on a voulu vraiment tout bouffer malheureusement dans un monde où j'avais rien compris quoi, à l'époque. Et donc l'argent a complètement pourri un peu les mentalités, pourri un environnement familial qui a fait qu'on a voulu vraiment tout bouffer. Et puis, je me suis retrouvé en détention par des. Je ne sais pas si je dois l'expliquer, mais. Non, c'est pas. Voilà. À Wake Up, on ne demande jamais la cause de la. Enfin, on ne demande jamais quelle peine voilà. le Wake Up. Donc, non, mais je n'ai pas de problème avec ça, mais j'étais lié, je peux vous dire, entre guillemets, j'étais quand même lié à ce qu'on appelle un peu le grand banditisme. Voilà. Donc, c'était une histoire d'affairisme et de banditisme. Voilà.
Donc, je rentre en détention. J'ai perdu un frère, malheureusement. Et ça, je suis obligé de le dire. J'ai perdu un frère qui a été assassiné à l'époque et qui était un homme brillant, qui était docteur en économie. Et quand je suis rentré en détention, j'ai perdu un autre frère. J'ai perdu un autre frère qui est mort du cancer très rapidement. Alors, je vous parle de lui, pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas pu assister à son enterrement, mais c'était un homme qui était honnête, travailleur, un homme raffiné, et un homme qui était sous-estimé parce que nous, on pensait qu'à l'argent et que lui, il n'était pas dans le business, entre guillemets. Mais il avait une certaine valeur, beaucoup de valeur d'ailleurs. Et il avait, avant de partir, avant de mourir, parce qu'il avait le cancer du pancréas, il m'avait laissé des CD, voilà, musicales. Et disons, je me suis réapproprié un peu tout ce champ musical que je ne connaissais pas, voilà, qui était Brel, Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, etc. Et en cellule, avec toute la charge de souffrance qu'il y a derrière, hein, donc je peux expliquer sur le domaine psychologique, mais ça prendrait trop de temps. Donc, je me suis réapproprié toutes ces musiques-là et je suis allé en profondeur. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu ce que je ne comprenais pas à l'époque, toute la sémantique, les textes de Brel, de Brassens, de Ferrat, de Ferré. Et pour être bon, très rapide, hein, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais pour vous donner un exemple, si Brassens, par exemple, parlait à l'époque de Paul Valéry, moi, j'étais en cellule, je me suis dit, qui est Paul Valéry? Puisque dans Supplique pour un enterrement sur la page de 7, Paul Brassens parle de Paul Valéry. Eh bien, moi, je vais à la bibliothèque et comme j'avais une curiosité assez aiguisée, je me suis dit, bon, ben, qui est ce Paul Valéry? Et je m'ennuyais en détention. Et par affect, par rapport à mon frère qui est décédé, je me suis dit, je lui dois ça. Je lui dois de comprendre qu'est-ce qu'il écoutait. Donc, je file en bibliothèque et j'écoute, je cherche Paul Valéry, je cherche sa vie au début du siècle, etc. Et je vois les cimetières marins, je lis, je comprends rien, je repose, je reprends, je reviens, je repars. Je fais la même chose avec Léo Ferré qui parle de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Aragon, etc. Donc, je prends par dose homéopathique comme ça, je cultive l'univers un petit peu du champ des lettres. Alors, c'est extrêmement difficile pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de lire. J'ai quitté l'école à 14 ans, donc j'ai une déshérence culturelle, une misère totale sur le plan même de la lecture, parce qu'on pense que c'est facile de lire, mais c'est très difficile de lire, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Et donc, je me force à lire, je me mets une discipline pour essayer de comprendre par cette fidélité-là que je devais à mon frère. Donc, j'essaie de comprendre Aragon, j'essaie de comprendre Foucault. Foucault, après ça, c'est venu après, c'est la philosophie, c'est un peu plus complexe. Mais je cultive l'univers littéraire et j'ai un bouleversement dans ma vie parce que je découvre un auteur qui est particulièrement que j'ai aimé, hein, qui est bon, après qui est sulfureux, qui est complexe, mais c'était Céline. Et je lis Voyage au bout de la nuit. Voilà, et je me force à lire Voyage au bout de la nuit au début. Et je suis mordu. Voilà. Et je suis mordu et je suis happé par le roman. Et je me dis, là, je suis en train de tenir quelque chose. Voilà. Et sur le plan stylistique, sur le plan littéraire, sur les variations, sur la profondeur humaine, puisqu'il parle de la guerre 14-18, il parle des souffrances, il voyage aux États-Unis, en Afrique, etc. Donc, toute cette chevauchée de la folie humaine, comme on dit, voilà, je suis mordu. Et de là, je passe de Céline, je passe à d'autres auteurs et à d'autres auteurs et à d'autres auteurs. Et ensuite, voilà, ça commence à avoir cette appétence. Tu veux dire quelque chose? Non, non. Parce que sinon, je suis parti. Non, non, mais non. Le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de temps. Yacine est absolument passionnant et on écouterait des heures et des heures. Non, mais moi, je ne sais plus le temps. Non, non, mais c'est déjà hyper important tout ce que tu as raconté. Donc après, on fait vite, mais tu es sorti de prison. Voilà. Et tu as un parcours qui a été aidé justement par des gens en prison, dans les bibliothèques, etc. Et tu es arrivé à Wake Up Café. Et là, tu animes des ateliers. Et moi, je me souviens d'un atelier. Je me souviens d'un atelier où les gens arrivaient petit à petit. Et il y avait là quelqu'un qui était
qui avait l'air mais prostré. Il était sorti la veille et il avait la capuche, il avait les bras croisés, il regardait en bas. Voilà. Et tu commences à dire, c'est terrible de sortir de prison. Tu te sens agressé de partout, tu perds des repères, voilà. Et petit à petit, donc les autres qui étaient déjà là ont commencé à abonder dans ton sens et à raconter un peu leur propre histoire. Et finalement, donc tu as fait ton atelier. J'ai vu vraiment tout à fait le Waker s'ouvrir, participer, voilà. Donc, peut-être que tu peux nous exprimer aussi un petit peu ce que c'est de sortir de prison, ce que ça peut représenter. Déjà, la liberté, elle est extrêmement. Parce que quand tu sors de détention, il faut comprendre, on dit souvent, parce qu'on est dans une société où il y a le tout sécuritaire, on veut souvent voilà, punir, on veut flageller. Il y a une sorte, même d'ailleurs, on dit souvent, même des spécialistes disaient qu'il y a une théologie inconsciente de la détention, une sorte de flagellation, de rendre l'âme, etc. Donc il y a un côté doloriste et tout. Mais en même temps, c'est ce côté où le détenu il sort, moi je le dis souvent, il est sous contrôle en permanence. Et donc il y a ce côté voilà, qui verrouille un peu et qu'il faut déverrouiller. Et nous, à Wake Up Café, on déverrouille ce côté-là. Et comment je le déverrouille? On déverrouille dans le côté de la compréhension humaine. C'est-à-dire qu'on sait d'où il vient, on sait d'où il sort, on sait ce qu'il a vécu. Et on n'a pas de mensonge entre nous. On se parle, on est franc entre nous. Et puis moi, je me sers de mon expérience aussi. Donc, j'ai mon langage avec les Wakers. Et surtout, je leur dis que la liberté, elle est loin, loin, loin d'être facile. Parce que faut comprendre que, et là, je touche un point essentiel du domaine psychologique. Hein. C'est-à-dire que quand tu sors, il faut comprendre l'espace. Quand tu as vécu 22 heures sur 24 dans une cellule, quand tu sors, tu as le regard qui... Voilà. Il y a un regard qui se perd. Et le regard et le corps qui se perdent. Voilà. Et donc, il y a une déstabilisation. Et comment faire pour pouvoir pas être déstabilisé du corps et de l'esprit? Et à un moment donné, tu es obligé d'être encadré. Et si tu n'es pas encadré, tu es lâché dans la nature comme ça, à un moment donné, tu te perds. Et tu deviens très fragile. Très, très fragile. Et ça, c'est une réalité parce que même moi, qui je pensais être très solide dans mon parcours, dans ma vie, dans ma reconstruction, etc., quand je suis sorti de détention, même pour prendre le RER, j'ai senti un mouvement, je me suis assis, j'ai eu peur, j'étais en compagnie de ma femme, je l'ai tenu, je ne comprenais plus le mouvement, je ne comprenais plus la vitesse, je ne comprenais plus les mots, les visages qu'il y avait autour de moi, les couleurs. J'étais complètement perturbé et déstabilisé. Donc ça c'est un côté au niveau des sens. Je parle bien pour certaines longues peines, hein, parce qu'après il y a des courtes peines, les longues peines, donc je fais un peu la différence. Mais donc voilà, je pense qu'il y a une sorte de réadaptation à avoir qui est extrêmement difficile à faire. Et nous, on est là pour ça. À Wake Up Café, on encadre, on met un cadre, on met une structure, on accompagne. Voilà, on accompagne les wakers quoi, pour pas qu'ils soient à la dérive. Quoi. Je ne sais pas si je m'exprime dessus, mais c'est difficile de. Il y a tellement de choses à dire. Quand tu as sorti de prison, parce qu'en prison, tu avais eu à organiser une exposition et tu as trouvé du travail dans le domaine de la culture, justement. Il me semble que c'était majoritairement dans des musées. Et donc, en 2022, tu entres comme bénévole, puis comme salarié et comme responsable pédagogique à Wake Up Café. Alors, tu animes des ateliers de culture générale. Donc, évidemment, ça nous intéresse que les auditeurs sachent comment tu choisis tes thèmes, à partir de quoi, comment tu les fais passer. Je sais qu'il y a eu Mozart, le Caravage. Alors, le Caravage, c'est quand même c'est un peintre que tout le monde ne connaît pas, loin de là. Mozart, un peu plus.
Il y a aussi un de tes ateliers qui s'intitule « Comprendre ce qu'est une société et ce que sont ses codes pour s'en sentir progressivement partie intégrante ». Ça, c'est encore tout à fait autre chose. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes choix d'atelier et de comment tu t'y prends pour que les workshops... Alors déjà, je voulais juste ajouter une chose qui reste fondamentale, c'est que sans les rencontres, on ne fait rien. Et moi, je tiens vraiment à rendre hommage à Clotilde Gilbert que j'ai rencontrée, qui est la directrice de Wake Up Café. Elle m'a tendu la main et puis s'il n'y avait pas Clotilde aujourd'hui, je ne serais pas là et je ne serais pas parmi vous. Ça, j'en ai la certitude. Donc, elle m'a donné un sens à ma vie, elle a tendu les mains et rencontré des gens qui prennent le risque de vous prendre en main, pour pouvoir vous employer et trouver un travail, ben, ce n'est pas évident. Parce que quand tu as un CV qui est vide, surtout quand tu as passé de longues années en détention, et que tu n'as pas des gens qui prennent le risque, parce qu'on est dans une société où personne ne prend le risque d'embaucher un ancien détenu, elle a fait. Donc, moi, vraiment, je tiens à rendre hommage à ces gens qui prennent des risques. Et puis, pour revenir sur le domaine culturel, alors comment je transmets le savoir? Et là, je touche un point quand même qui est en dehors de l'éducation nationale, puisque j'ai essayé de le faire. Alors, je vais le faire à ma manière parce que je ne veux surtout pas représenter. Je ne critique pas l'éducation nationale, évidemment, mais je dis je ne veux surtout pas représenter ce que les wakers peuvent rejeter ou les détenus peuvent rejeter. C'est-à-dire le côté oppresseur, le côté qui a eu la grande difficulté dans une enfance où il y a eu des déshérences culturelles, où il y a eu vraiment un vide et que l'éducation, l'autorité représente une violence. Donc moi, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Et par contre, j'ai voulu les rejoindre. Voilà. Et les rejoindre avec des auteurs et des gens qui ont fait la culture française, qui ont fait la culture même européenne, mais avec des vies cabossées. Voilà. Et des vies cabossées, il y en a plein. Il y a plein d'artistes qui ont eu des vies cabossées. Donc Caravage, vous m'avez parlé de Caravage, Caravage en fait partie. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir transmettre le côté, je ne peux pas arriver avec un cartable en disant, voilà, je vais vous parler du clair-obscur ou de la Renaissance. Ça ne marche pas. On va m'envoyer bouler. Par contre, si je leur dis, voilà, Caravage a tué un homme à Rome et qui s'est mis en cavale à Malte, ben là, il y a un côté pétillant, malheureusement. Il y a un côté voilà, qui va mordre. Hein, c'est un hameçon. Et là, tout le monde me dit, ah, Caravage, c'est Jacques Messrine. Donc, voilà, ils font des références comme ça. Mais n'empêche que, voilà, il y a un côté quand même qui touche. Et quand je parle de Caravage, je dis, voilà, il a été le pouvoir du pinceau et je raconte sa vie à Malte, etc. Et là, il y a un système accrocheur et je continue ensuite à parler voilà, tout doucement de sa vie personnelle et sa vie cabossée. Je glisse vers la culture classique. Je fais la même chose avec Rimbaud. Quand Verlaine tire, par exemple, sur Rimbaud, il a fait un acte qui est répréhensible, un acte grave. Quand je parle de Rimbaud, ce qu'a vécu Rimbaud avec Verlaine, et de là, je passe ensuite au Dormeur du Val et de la poésie du Dormeur du Val. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les wakers, j'arrive à quelque chose de touchant. Et si je parle de Dostoïevski, par exemple, qui a passé des années en prison en Sibérie, et en même temps qui a failli mourir parce qu'il était sur peloton d'exécution avant d'écrire les frères Karamazov et Crime et Châtiment. Donc voilà, quand je parle de ces grands auteurs-là qui ont connu la détention, ou même Jean Genet, etc., je peux en citer des dizaines, hein, mais qui ont connu la détention, qui ont connu les grandes souffrances, je passe par là pour pouvoir glisser en plus la culture classique et les faire sortir un peu de cette, c'est-à-dire de cette violence qu'on peut donner de l'ultracapitalisme qui vont donner des choses à manger qui ne servent à rien et que, comme disait le grand philosophe, d'ailleurs, je pense à lui, à Castoriadis, qui disait on est en plein montée de l'insignifiance. Et aujourd'hui, tout ce qui est insignifiant a de la valeur. Et moi, j'essaie de combattre ça. Voilà. Il y a des choses il y a beaucoup plus de valeur ailleurs. La culture française est tellement énorme, elle est tellement riche que j'essaie de la donner, j'essaie de la partager sans passer pour réactionnaire ou conservateur qui n'a strictement rien à voir. Alors, oui,
Café a des sites, un certain nombre de sites, mais Wake Up Café mène aussi une action en prison. Alors, bon, il y a le parloir, etc. Enfin, on connaît un certain nombre d'actions qui sont menées en prison par les salariés de Wake Up Café, mais toi aussi, tu vas en prison. Et qu'est-ce que tu y fais? Alors, en détention, je raconte mon parcours, mais je ne raconte pas que mon parcours. Je raconte comment lutter, c'est-à-dire par rapport à l'enfermement. D'ailleurs que je me dis, je leur donne des clés pour lutter, parce qu'on sait que celui qui va être happé, c'est-à-dire qui va être verrouillé, happé par l'enfermement, il va soit s'enfermer à prendre des cachets ou à fumer du shit et regarder la télé toute la journée. Et à partir du moment où il est bloqué par rapport à ça, il a 90% de chances de récidive, d'avoir de la récidive. Par contre, c'est en amont, si on travaille en amont tous ces micro-détails qui fait que de résister par rapport à la souffrance de l'enfermement, eh bien, ces micro-détails-là, je leur donne des clés. Voilà. Et ces clés-là, ben, c'est la lecture, s'échapper intellectuellement, c'est-à-dire d'oxygéner son cerveau, voilà. Et puis le corps et l'esprit, le sport, voilà. Le sport, s'occuper et lutter contre ce qu'on appelle ces 9 mètres carrés qui est l'enfer. Voilà. Donc voilà pourquoi j'essaie de donner des clés en permanence comme ça, en donnant des références, comment arriver à des lectures, c'est pas facile. Donc tout le monde vient des origines aussi différentes. Voilà, on vient d'un univers différent, on vient des origines différentes et qu'il ne faut pas sous-estimer aussi d'où on vient, d'où on parle. Comme disaient les marxistes, on disait souvent d'où on parle, d'où il parle. S'il vient du Mali, ben, je vais lui parler de l'Empire du Mali, par exemple. Et si je parle de l'Empire du Mali, je vais le valoriser. Je vais valoriser son père. Et si je parle par exemple, de Soundiata Keita, ou je vais parler de Mansa Moussa, de l'Empire du Mali, tout, ça va le toucher. Et là, je peux l'amener à réfléchir sur Versailles et Chateaubriand, etc. Bon, c'est des grandes lignes, hein, je vais très vite, hein, mais au moins mettre des passerelles comme ça de respectabilité, d'où viennent ces personnes-là, et d'où ils viennent, d'où ils parlent, et pouvoir faire voilà, une chose commune. Et comme on dit, faire plus dans une fécondité réciproque, voilà, et pas dans un rejet. Moi, j'essaie de donner ça au maximum, hein, de stimuler un petit peu tout le corps et l'esprit. Oui, par rapport à… Moi, je trouve super enfin, de faire des ateliers comme ça en prison. Je ne savais pas trop que ça existait. Et est-ce que dans le cadre de Wake Up, il y a plusieurs personnes qui font ça? Il y a le parcours Réinsert. Est-ce que ça correspond à ça? Oui, c'est ça. C'est le parcours Réinsert qu'on fait à l'intérieur de la détention pour préparer les Wakers à l'extérieur. Oui, d'accord. Ouais. Parce que, bien sûr, Wake Up Café, on en est tout à fait consciente en étant bénévole et en y allant assez souvent, que c'est bon, il y a vraiment des chiffres qui sont quand même assez impressionnants sur le fait qu'un grand nombre ne résistent pas, etc., etc. Mais il y a quand même des échecs. Ce n'est pas non plus le jardin d'Éden. Il y a des échecs. Qu'est-ce que c'est que ces échecs? Ils sont dus à quoi, d'après toi? Est-ce que tu en as connu par rapport à des wakers que tu aurais accompagnés de près et dont tu serais attendu à ce qu'ils s'en sortent et puis plouf, ils ont replongé. Je me demandais comment ça se passait. Et si aussi, à l'intérieur de Wake Up Café, on pouvait réfléchir sur ces échecs. On peut revenir là-dessus. Alors évidemment, puisque dans la midi, on a des ateliers de reconstruction de soi et qui permettent d'analyser ces carences. Voilà. Et moi, je dis souvent que alors là, on touche un point qui est extrêmement difficile parce qu'on sait qu'il y a une économie parallèle qui s'est installée aussi, parce que souvent, je parle à des wakers qui ont vécu une délinquance économique, donc beaucoup, une grande partie. Et cette délinquance économique, eh bien, il faut déconstruire le rapport à l'argent. Et le rapport à l'argent, c'est toute cette pulsion, voilà, du capitalisme, la pulsion de consommer, pulsion de vouloir plus, toute cette pulsion de rêver, de ressembler à un tel.
pour reprendre un peu les termes de René Girard, qui disait la rivalité mimétique. Voilà, je veux ce que l'autre il a. Voilà. Et donc voilà, et nous on déconstruit un petit peu ça, et on travaille énormément là-dessus parce que pour nous c'est hyper important de dire ne te fais pas attraper par ça. Alors bien sûr c'est évident qu'il y a des réalités qu'il faut de travail parce qu'il faut à tout prix et on met le paquet là-dessus. À tout prix qu'un waker doit trouver un travail. Parce que c'est le travail qui va payer ton loyer, qui va payer tes cigarettes, tes trucs, tes machins, ta vie. Voilà. Donc il y a quand même une réalité économique qu'on ne peut pas nier. Donc voilà. Mais comme je dis souvent, quand l'eau elle est là, je ne pourrais pas te parler. Parce qu'il faut que l'eau est là. Si tu es noyé, je ne parle pas. Par contre, si l'eau elle est là, on peut discuter. Et quand l'eau elle est là, ça veut dire que tu as un SMIC, tu travailles, c'est dur, parce que voilà, tu vas ramer, machin. Voilà. Mais quand l'eau elle est là, on discute. Voilà. Et le but, il est là. Le but est là. Et ensuite, on déconstruit tout ça. Le rapport à l'argent, les pulsions, le rapport. Je ne sais pas si je me suis bien comprendre, mais. Oui, alors on va parler maintenant un petit peu de Wake Up, de la structure Wake Up, parce que voilà, ces parcours font qu'il y a extrêmement peu de récidives par rapport à la population générale. On compte à peu près dans les 10% de récidives avec Wake Up, 12% de récidives avec Wake Up. Oui. Et que sur le plan national, c'est à peu près 67% sur 5 ans. Voilà. Et donc, alors, Wake Up, ça fonctionne avec des salariés. Nous, on est estomaqués de voir la qualité de ces jeunes salariés qui viennent souvent d'autres métiers, qui avaient envie de faire un break et puis surtout de redonner du sens à leur vie professionnelle. Et donc, ce sont des jeunes incroyables de bienveillance, de professionnalisme, et en même temps de rigueur. Hein, c'est-à-dire que voilà, les wakers sont tenus d'avoir une certaine discipline qu'ils doivent accepter parce que c'est aussi pour leur permettre de se réinsérer et au niveau de la société, mais aussi au niveau professionnel. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se fait cette embauche? Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour avoir des jeunes aussi motivés et super? L'antenne dans laquelle on est à Montreuil, il y a une dizaine de salariés, il y a tout un pool de bénévoles qui tournent autour, et il y a en ce moment, il y a quoi? Il y a une vingtaine, 25 wakers en ce moment qui sont pris en charge. Donc, on est tout le temps en contact avec les salariés, on peut parler avec eux, eux sont tout le temps présents et voilà. Mais donc, tu peux peut-être nous en dire plus sur cette embauche qui est faite aussi. Déjà, par rapport à quand je parlais de la reconstruction de soi, je dis qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent énormément sur la reconstruction de soi, mais sur l'apparence aussi. C'est-à-dire que comment se présenter devant un employeur, ça compte énormément. C'est-à-dire comment parler, comment discuter, comment regarder dans les yeux, comment se tenir, comment être habillé, le non-verbal, le verbal, etc. etc. Attends, excuse-moi. Je parlais d'abord de l'embauche des salariés. Ah, des salariés. Oui. Excusez-moi. Non, je prenais des wakers. Comment on sélectionne les... Oui. Sur quel critère? Le critère des salariés, avant tout, Clotilde Schubert a dit, c'est le cœur. Et si on n'a pas du cœur pour travailler dans une association, on ne vient pas. Alors, on peut être diplômé de Polytechnique, elle s'en fout. Voilà. Donc, elle, c'est avant tout les gens qui ont du cœur et qui ont envie de pouvoir comprendre un peu la douleur humaine et de dire voilà, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on va faire avec quelque chose qui peut être aussi néfaste dans une société, qui peut être positif dans une société. Voilà. Donc, comment passer d'une chose négative à une chose positive. Voilà. Et Clotilde, c'est ça. Elle nous enseigne ça et elle recrute les gens, les employés sur ce domaine-là. Voilà. Et tu peux être agent de SNCF si tu as du cœur à aider les gens. Et d'ailleurs, j'ai eu cette chance, puisqu'elle m'a donné cette chance-là de pouvoir
travailler au sein de Wake Up Café. Heureusement. Heureusement. Alors, après oui, après, donc, il y a les bénévoles, dont Thérèse et moi, qui s'occupent qui sont occupés à des tâches multiples et variées, tout ce qui est démarches administratives, aide à l'embauche, il y a accompagné des sorties culturelles, il y a des ateliers tous les jours, il y a ateliers matin, enfin, il y a toujours des activités matin et soir. Il y en a qui participent au fonctionnement de l'antenne. Thérèse, par exemple, fait le repas mercredi avec les wakers. Le repas est un moment convivial et très important pour permettre des échanges et le contact aussi entre tout le monde, les salariés, les bénévoles, les wakers. Voilà. Et nous, c'est un bonheur pour nous d'être là parce que tout est fait pour nous mettre à l'aise, nous valoriser. On est respecté, on a tout le temps des propositions de formation, de rencontres avec d'autres bénévoles. On est invité à des apéros, c'est super. Voilà. Donc, ça, c'est donc les bénévoles et puis les wakers. Et les wakers, donc, il y a un contrat qui est établi entre les wakers et Wake Up, donc à la sortie de prison, parce qu'ils doivent respecter les horaires, ils doivent respecter la vie en collectivité, ils doivent participer au repas, participer à la vie et puis participer aux ateliers et faire attention à leur tenue vestimentaire. Et voilà. Il y a aussi les wake-up dîners, ça tu peux peut-être nous en parler parce que c'est assez important. C'est un moment de retrouvailles tous les mois, tous les premiers mercredis du mois. Vas-y, explique-nous un petit peu. Le Wake-up Dîner, c'est d'ailleurs tous les mercredis. Premier mercredi du mois. Pardon, premier mercredi du mois, où d'ailleurs les anciens wakers reviennent. C'est-à-dire tous ceux qui ont été entre guillemets, sauvés. Donc, à leur tour, viennent aider ceux qui sont, disons, dans une fragilité ou pas. Voilà. Donc, on est une communauté d'entraide qui est quand même hyper importante. Et ça, vous soulevez un point qui est hyper important. Et ça, c'est même très, très, très profond parce que moi, j'ai travaillé, avant de travailler à Wake Up Café, quand j'ai travaillé un peu dans les entreprises, un peu à droite à gauche et compagnie, j'avais quand même le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, il peut être violent. Même s'il est inconscient, il est quand même ce qu'on appelle, Bourdieu, il appelait ça la violence symbolique et tout, et il a raison, parce qu'il y a quelque chose, une pression comme ça, que tu es le seul qui est sorti de détention, il y a une sorte de jugement dans le regard, tu portes le regard comme une croix, quoi. Et donc, tu dis, mais je suis un élément étranger. À Wake Up Café, c'est pas ça. À Wake Up Café, tout le monde est au même stade. C'est-à-dire que le chargé d'insertion est là, le chargé d'emploi va manger avec l'ancien détenu qu'on appelle waker, ou le directeur, c'est-à-dire le responsable de site, va être avec un waker, il va manger avec lui, on va tisser du lien, mais on est tous à la même enseigne. Enfin, les bénévoles sont là, on partage un repas ensemble et on pense que c'est rien, mais partager un repas, c'est énorme. Et donc, il y a de l'humour, il y a de l'ambiance, et puis ça détend, et puis ça décomplexe disons, où moi j'étais un peu à l'époque, avant de rencontrer Wake Up Café, où j'étais figé dans mon coin, puisque j'étais le seul, même si je me trompais, mais ma perception me faisait que j'étais seul dans mon coin. Voilà. Et donc figé, donc verrouillé, etc. Wake Up Café, ça déverrouille tout ça. Il n'y a pas ça. Voilà. Et ça, la force de Wake Up Café. Il me semble aussi, pardon, enfin, je voudrais juste raconter très rapidement mon premier dîner, donc Wake Up Café, c'est une fois par mois. Hein. C'est une fois par mois, le premier mercredi du mois. Et bon, d'abord, c'est un souvenir absolument. Ce premier dîner m'a absolument estomaqué. C'était d'une gaieté. Alors, il y avait des anciens wakers, des wakers de maintenant, des gens qui sortaient à peine de prison, il y avait des bénévoles, il y avait les salariés, il y avait le directeur du site, il y avait quelqu'un qui était passé il y a 8 ans et qui était là, avec sa fille, avec enfin,
tout le monde peut venir avec compagnon, enfant, etc. Et il y avait une espèce de joie et de gaieté. Je me rappelle m'être dit, eh ben, il y a peu de mariages où les gens sont si gais. Je suis allée à un certain nombre de mariages, très beaux, très, très agréables, mais cette espèce de fraîcheur de la gaieté, ça vraiment, je sais pas, je l'ai vécu à ce moment-là. Et j'ai été aussi très étonnée, enfin, très, comment dire, agréablement surprise par ce rituel qui commence le repas, c'est-à-dire avant qu'on se mette à manger. Le directeur du site donne toutes les bonnes nouvelles de tous ceux qui sont présents. Et donc, la bonne nouvelle, ça peut être il a le permis, ça peut être il a enfin sa carte de séjour, ça peut être son fils rentre à l'école demain, ça peut être, enfin, il y a 1001 bonnes nouvelles, mais il y en a une pour chacun. Et je me suis dit, ce rituel, on parle des rituels des grandes écoles, et ben, c'est un rituel d'appartenance. Magnifique. Sinon, ça redonne un peu aussi de la fierté et de l'identité dans des êtres. Quelque chose qui a disparu, ça redonne un peu de l'identité. Alors, on va peut-être ouvrir aux questions. Je pense qu'il va y avoir des questions probablement sur le fonctionnement de Wake Up. Parce que, oui, bien sûr que ça ne se fait pas sans finance. Et voilà, je peux peut-être vous passer un petit flyer. Alors. Ah, ça ne peut pas marcher, notre affaire. Bon, attends, on va ouvrir à la discussion. OK. Oui, donc, alors maintenant, si vous voulez poser des questions, on a pas nos flyers pour vous expliquer le fonctionnement de Wake Up. Voilà, mais posez des questions et puis on vous répondra comme on peut. Voilà. Si je peux poser une question peut-être. Je m'appelle Jean-François. Je voulais comprendre une chose sur la réaction des autorités carcérales. Comment vous êtes accueillis pour le travail que vous faites dans les prisons? Vous êtes soutenus, vous avez des bâtons dans les roues, voilà. Et d'un côté cela, et de l'autre, lorsque vous allez en prison, quel est le rapport avec les gardiens? Parce que comment vous êtes vu par les personnes que vous visitez? Aussi, est-ce que vous êtes vu comme quelqu'un qui fait partie des gardiens, qui vient du monde extérieur, ou bien est-ce que vous arrivez à avoir un autre rapport avec eux? C'est une vraie question. Une question vraiment intelligente parce que même moi, je me suis posé cette question-là avant d'arriver en détention. Ah, je ne parle plus. Vous m'entendez, non? Oui. Ah oui. Non, je disais que c'était une bonne question parce que moi, la première question que je me suis posée, c'est de ne pas pouvoir servir de soupe, par exemple, à l'administration pénitentiaire, qui, pour moi, et vis-à-vis des détenus, représente quand même l'oppresseur. Donc, il fallait comment me faire comprendre par les deux mondes et comment essayer d'aider des détenus sans passer pour quelqu'un qui va servir une administration. Donc, là-dessus, j'ai su me faire comprendre parce que il y a une complexité aussi chez les humains. Et il y a eu des gens remarquables en détention, même chez les surveillants.
Il y a eu des gens remarquables, même chez des directeurs. Et moi, je peux vous dire un directeur qui était à Réau, qui s'appelait Pascal Vion, qui s'appelle Pascal Vion, qui était directeur du centre pénitentiaire de Réau et qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Il nous a expliqué en disant, il a fait une réunion avec des détenus et il nous disait souvent, et ça je l'explique aux détenus, hein, il nous disait souvent, voilà, je sais que je représente un homme qui vous enferme. Donc je n'ai pas le choix, vous n'avez pas le choix de me juger, je le comprends. Mais par contre, je suis là pour vous essayer essayer de libérer au maximum un petit peu cet enfermement. Donc, vous avez d'essayer d'oxygéner un petit peu l'enfermement. Donc, il nous donnait un peu des clés, essayer de comprendre et tout. Et humainement, c'était hyper intéressant. C'est pour ça que je dis, moi, je peux pas, bien sûr qu'il y a eu des gens, ça a été très, très dur, hein. J'ai rencontré des gens, ça a été limite des tortionnaires. Et j'ai rencontré des gens à la fois humanistes. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un jugement opaque comme ça. Et, euh, et donc, voilà, donc moi, j'essaie d'expliquer un petit peu le parcours carcéral et les détenus me comprennent, ils savent qu'il y a des gens bien, ils savent qu'il y a des gens mauvais d'un côté, de part et d'autre, quoi. Donc, on ne peut pas avoir un jugement trop général. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais Une question de Sabine Bressol, je crois, sur le financement de Wake Up. Tu veux répondre à cette question le financement, oui, tous les gens qui participent au financement de Wake Up. Oui, Wake Up Café est financé en partie par des groupes privés ou parfois, je crois, je ne connais plus les pourcentages, mais c'est une partie privée et une partie de l'État. Oui, c'est ça. Il y a le ministère de la Justice qui subventionne. Et l'administration pénitentiaire aussi. Et l'administration pénitentiaire, c'est ça. Après, il y a énormément d'entreprises partenaires. Il y a des fondations partenaires aussi. Et les entreprises ont un vrai rôle aussi d'accompagnement parce que ils peuvent former des gens en prison et qui vont embaucher après. Donc, oui, vas-y. Alors, en fait, elle a mis en place un réseau de partenaires d'entreprises, à la fois parce que c'est là où peut-être que même Clotilde Gilbert ne le sait peut-être même pas. Ce qu'elle fait pour moi, je dis, c'est même révolutionnaire. Pourquoi? Parce que, alors là, je touche un point qui est quand même important, c'est qu'à un moment donné, surtout quand tu viens des cités, tu viens des banlieues, tu viens des cités, on a toujours eu la même politique. C'est-à-dire, va faire de l'MJC, va jouer au baby-foot, en attendant que, voilà, et les perspectives d'avenir bouchées. Tandis qu'elle, elle est là, elle pose le paquebot, le bateau de Thalassa dans le 15e arrondissement, avec les chefs d'entreprise du CAC 40, et elle dit, ici, il n'y a pas de discrimination d'embauche, il n'y a pas de discrimination, on y va, on casse, on pète tout. Donc, elle attrape le PDG de X, machin, de Bouygues, et elle dit, donc tu dois embaucher celui-là parce que lui, il est capable. Donc voilà. Et donc, on met en contact souvent les chefs d'entreprise de haut niveau et pour pouvoir ouvrir des perspectives d'avenir professionnel. Et ça, c'est un côté que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que de mettre dans le 15e, dans le 16e, ce qu'on pense qui est complètement un côté ostracisant, ou je pense qu'on peut dire, je ne trouve pas le mot, mais qui rejette parce que c'est le côté bourgeois, le côté. Voilà. Et donc, elle bouleverse tout ça. Voilà. Donc, et ça, c'est hyper important. Oui. Et il y a beaucoup d'entreprises partenaires donc, qui s'engagent à embaucher. Qui embauchent, qui forment et qui embauchent. Voilà. J'avais une question sur ce sujet, sur le travail. Je voulais savoir si dans la recherche, dans l'accompagnement, dans la recherche du travail, est-ce que vous vous êtes orienté sur certains types de travail? Je vous explique pourquoi la question. Je suis moi-même volontaire dans une prison ici en Italie. La difficulté que nous trouvons, c'est que souvent, quand il y a des détenus qui sortent de longues peines,
comme vous le disiez au début, ils n'ont aucune expérience, probablement aucun titre d'études. Et donc, la difficulté, c'est vraiment trouver un secteur sur lequel travailler et essayer d'enlever le préjugé, mais quand même un secteur qui soit capable d'accueillir des gens sans aucune professionnalité. Donc, je voulais savoir si vous avez créé simplement un réseau d'entreprises et puis vous avez commencé, je ne sais pas, de la formation ou de l'encadrement, ou bien vous avez choisi des secteurs euh, parce que plus facile pour trouver une embauche. Dominique, peut-être que tu peux, toi qui fais, Dominique Héron, mon mari, qui fait, lui, de l'aide à l'embauche, il va peut-être répondre à cette question. Oui, bonjour, Dominique. Donc, je suis de Marie-Catherine et on travaille tous les deux dans l'association. C'est-à-dire que les sortants de prison, leur première chose, c'est de s'inscrire à France Travail, hein, anciennement Pôle emploi, de voir effectivement le parcours qu'ils ont eu et puis ce qu'ils ont envie de faire. Parce que quelque part, on ne leur impose évidemment pas leur carrière professionnelle, mais c'est effectivement qui, peut-être pour pas mal, ont quand même ont pu avoir en prison un parcours de formation et de qualification. Alors, ce sont sur des qualifications assez générales, mais ça peut être de secourisme ou et par exemple, certains veulent être ambulanciers, d'autres veulent travailler dans la construction, d'autres pas mal dans le commerce. Il y a pas mal je dirais, de possibilités de travailler dans du magasinage, etc. Alors, il faut bien voir que c'est quand même postulé pour des postes qui sont payés au SMIC ou un peu plus que le SMIC. Donc, ça pose la question de se reconstruire dans une économie qui est forcément peut-être plus difficile que ce qu'ils pouvaient connaître avant, mais ça fait partie du parcours. Il faut voir aussi que par rapport à l'insertion professionnelle, les grandes entreprises aussi veulent faire connaître à leurs salariés un petit peu d'autres choses de la société. Ça s'appelle un petit peu le tiers, enfin, il y a comme ça du temps qui est dégagé. Et il y a des rencontres entre des professionnels qui sont dans des entreprises et les waiters. Et moi, j'ai assisté récemment à un jeu sur une journée où il y avait donc une équipe de 5 personnes qui venaient d'une entreprise du CAC 40 qui étaient reçues dans l'antenne. Et finalement, c'était les wakers, les sortants de prison, qui faisaient passer les entretiens d'embauche à ces salariés d'une autre entreprise. Donc, c'était inverser les rôles et de voir effectivement un petit peu comment fonctionnaient les codes. D'un côté et de l'autre. Ouais, d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, il y a aussi ces jeux de rôle, mais ça va, je dirais que ce sont quand même des démarches très professionnelles chez Wake Up de coaching et de mise en situation de recherche d'emploi. Il y a aussi que le fait d'avoir une première embauche, c'est très important aussi parce que beaucoup d'entreprises hésitent à embaucher pour une première embauche quelqu'un qui sort de prison. Donc là, ils ont déjà un premier contrat qui peut après leur ouvrir les ouvertures. Moi, je dis souvent, il ne faut pas avoir peur on dit aux chefs d'entreprise, il ne faut pas avoir peur déjà, à partir du moment où ils sont chefs d'entreprise, ils savent ce que c'est la notion du risque, ils savent ce que c'est la notion de l'audace, et surtout de comprendre à qui on parle. Donc, il y a des jeunes qui sont issus aussi des quartiers difficiles, qui ont monté des réseaux malheureusement, je dis bien malheureusement, qui ont monté des réseaux de trafic de hashish ou pas, mais qui ont la notion de gestion et qui ont géré des hommes et qui savent gérer une entreprise illégale, on peut dire ce qu'on veut. Mais cette notion-là, c'est-à-dire cette puissance-là qu'ils ont eue dans l'illégal, eh bien, on essaie de la transformer pour pouvoir la poser dans le légal. Et là, on retrouve des gens hyper capables.
Moi, j'ai vu des jeunes très, très, très capables, mais sauf qu'on est dans une société qui a peur et ont peur. Et cette notion de la peur, il faut qu'elle s'échappe. Il faut prendre des mecs capables. Et moi, j'ai vu des jeunes extraordinaires qui allaient très, 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 très vite, mais très, très vite dans la tête. Et très, très vite dans la notion de la gestion. Gérer, pas avoir peur de se lever, avoir le sens de la discipline, le sens de l'orientation, donc, il y a aussi de la gestion, gérer l'argent, etc., etc. Donc, tout ça, moi, je dis, c'est des valeurs. On ne peut pas tout rejeter d'un détenu. Voilà. On ne peut pas dire oui, tu es un détenu, tu es noir, tu es carbonisé. Non, on va prendre toute la substance qu'il y a en toi qui a de valorisant, on va la transformer et on va le mettre dans le légal. Voilà. Pour moi, tout le travail, il est là. Je ne sais pas si je... Il y a peut-être d'autres questions. Oui, on temps de la réflexion, le temps de... Alors peut-être, j'en profite pour poser une autre question, peut-être. Oui. Je vois que vous avez beaucoup insisté sur l'idée de désir, que ce soit pour trouver un travail, enfin, pour comprendre ce que la personne désire et donc l'aider dans un travail qui puisse lui plaire, mais aussi quand vous en avez parlé au début, quand vous parliez des personnes qui sont noyées dans l'eau, mais qu'il faut les faire sortir pour faire. S'ils ne désirent pas un chemin de rédemption, c'est pas possible de faire un chemin avec eux. Je voulais vous demander si vous aviez aussi des moyens pour faire croître ce désir chez les personnes. Parce que souvent, je pense que c'est un élément qui est un peu couvert et il faut le réveiller peut-être. Et je voulais savoir si vous avez aussi des instruments pour réveiller justement ce désir chez les personnes. De réveiller les désirs. Oui. Alors c'est une question très difficile hein, parce que ça dépend comme je dis souvent, ça dépend des wakers. Ça dépend comme je dis, il y a une diversité. Hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins beaucoup plus éveillés. Il y en a, ils sont beaucoup plus éteints. Et moi, je fais la différence, par exemple, qu'avec quelqu'un qui est fiché au grand banditisme et quelqu'un qui est fiché à la petite délinquance, ou quelqu'un qui a une rupture amoureuse et qui a pété un câble, ou quelqu'un qui a pris le volant dans une souris. Et voilà. Donc, on n'est pas du tout dans le même champ. Et c'est pour ça que je dis que chaque personne doit être analysée selon son parcours, selon sa vie, selon ses désirs, selon ses envies, selon ses capacités. Et donc, toute la complexité est là. Parce que si on arrive avec un package rempli et qu'on dit, voilà, le détenu, c'est ça, et on doit appliquer ça, ou on doit suivre ce chemin-là, on se plante. Et c'est pour ça que Wake Up Café, c'est comprendre toute cette psychologie humaine, toute cette profondeur humaine, d'où vient, pourquoi, comment, est-ce que ses parents, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Donc, il y a des attraits psychologiques où on rentre dans la racine pour pouvoir essayer de comprendre tout ça, et ensuite de comprendre ses désirs, comme vous dites. Et ces désirs-là, de pouvoir s'en sortir déjà. Et ceux qui atterrissent à Wake Up Café, c'est en général, ils sont sélectionnés avant. Voilà, parce que nous, quand on rentre en détention, on fait une sélection. Il y a une sélection qui est de celui qui veut s'en sortir. Voilà, on ne le prend pas, on voit, on analyse, il a envie d'y arriver. Est-ce qu'on a des chances? Il y a certains des wakers, on ne pourra malheureusement plus rien faire pour eux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas armé pour ça. Au Wake Up Café, il y a des choses où on ne suit pas. Voilà. Donc, par exemple, il y a plusieurs wakers, malheureusement, hein, mais on ne peut pas, dans des domaines déjà trop, quand c'est parce que moi, j'ai vu en détention, on n'en parle pas, il y a des gens qui sont il y a des pathologies qui sont vraiment très fortes dans le domaine psychiatrique, donc ça, on ne peut pas le suivre. Dans les domaines aussi, quand c'est très lourd au niveau du terrorisme, avec un obscurantisme salafiste, etc., ça, c'est extrêmement difficile, donc on ne suit pas. Et aussi, tout ce qui est du côté des mœurs, donc
Pour des infractions sur mineurs, etc. Donc, on ne prend pas. Donc, malheureusement, on fait une sélection, mais c'est comme ça parce qu'on n'est pas armé pour ça. Donc, toute cette analyse-là sur les anciens détenus, c'est très profond, hein, c'est très suivi, très profond. Même dans leur désir de pouvoir s'en sortir, on regarde, on analyse, on oriente. Il y a même on prend même, par exemple, quand on prend des difficultés sur quelqu'un qui est beaucoup plus dur à gérer, on l'envoie, par exemple, avec une chargée d'insertion qui est beaucoup plus apte à ça, qui a fait des études, qui a fait une profondeur, qui a une profondeur psychologique, etc. Donc, on l'envoie là. Donc, voilà, il y a des choix. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est à peu près. C'est pas, mais c'est une question difficile. Hein. J'ai du mal à répondre entièrement à ça, mais c'est. Alors, après, il y a des questions un peu sur le programme Wake Up, enfin, sur voilà, sur Wake Up, donc a commencé il y a une quinzaine d'années, il y a 15 ans exactement, non, 10 ans, pardon. 10 ans, voilà. Et donc, actuellement, il y a donc 2300 personnes, 2320 personnes qui ont été accompagnées depuis 2014. Il y en a eu 1450 entre 2022 et 2024 et 500 nouveaux Wakers en 2024. Donc, c'est quand même en croissance, en forte croissance. Voilà, donc il y a 400 partenaires. Il y a 10 sites qui existent en France en 2024, qui existaient en France en 2024. Donc, il y a 3 sites à Paris. Il y a le siège social qui est sur le bateau Thalassa, où il y a un restaurant d'application, enfin, qui est très bon aussi, enfin, qui est un très, très bon restaurant, où beaucoup de wakers passent pour se former à la restauration, donc soit dans les cuisines, soit dans le service. Il y a aussi des formations à la maintenance du bateau. Et puis, il y a aussi une cafétéria qui est ouverte sur les quais près du bateau, qui est ouverte dès qu'il fait beau, qui est très, très sympa. Ensuite, l'idée, c'est de s'étendre au maximum. Et donc, pour le moment, en 2024, il y avait 10 sites en tout, c'est-à-dire qu'il y avait à Lille, à Rennes, à Nantes, à Montpellier, à Marseille, à Valence et à Lyon. Voilà. L'idée, c'est d'ouvrir 2 nouveaux sites par an. Voilà. Donc, tout ça, c'est en grande progression avec cette équipe de 80 salariés qui anime tout ça. Mais il y a surtout une grande demande parce qu'il y a un effet exponentiel. Et comme il y a une grande demande, et comme Wake Up Café, ça marche bien, eh bien voilà, on est souvent sollicité sur des régions, comme par exemple Bordeaux, nous sollicite à leur tour. Et ensuite, j'espère bientôt, Nice aussi, du côté de Strasbourg aussi. Donc voilà, il y a quand même cet élan, cette demande. Il y a beaucoup de demandes. Ouais, ouais. Ouais. Et en prison, donc Wake Up maintenant est quand même connu et du coup, les détenus demandent à être accompagnés par Wake Up. Ils demandent à être accompagnés par Wake Up parce que sans accompagnement, tu t'en sors pas. Moi, je tiens à dire, hein, je ne veux pas faire politique avec ça, mais je sais que Taubira avait raison sur ce point-là. Elle avait raison quand elle disait que l'accompagnement, la sortie sèche, c'est la récidive. Voilà. L'encadrement, une sortie accompagnée, c'est une sortie réussie. Voilà. Moi, je suis la preuve vivante, hein, parce que si je n'avais pas été accompagné, je n'en serais pas sorti. Et ça fait depuis 2015 que je suis sorti, j'ai retrouvé une famille, une structure, j'ai trouvé un emploi, et tout va bien dans ma vie, et je suis heureux dans ma vie, encore plus heureux, puisque je transmets un savoir que jamais j'aurais pu penser dans ma vie, essayer de transmettre mon expérience et d'essayer d'apporter, de faire du bien un peu à mon tour. Et puis voilà, il faut croire en l'homme. Et moi, je dis, celui qui ne croit pas au changement, ben, il n'a rien à faire dans cette société. Une société, voilà, l'homme, il bouge. On bouge, on n'est pas fixe. On a une multitude en nous de complexités, de contradictions. Et puis, voilà, un jour, on fait des rencontres et puis on arrive à canaliser tout ça, à se débarrasser des choses négatives et puis on
on arrive ensuite à avoir un équilibre, une émancipation et au moins voilà, donner un peu de paix autour de soi et ça fait beaucoup de bien. Comme si on n'emploie jamais le mot amour, eh c'est une réalité. Un peu l'amour sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à Wake Up, on en donne beaucoup. Voilà. Thérèse aussi, elle donne beaucoup d'amour. Elle donne à manger Elle déjà. donne à manger, Thérèse. beaucoup de repas. Beaucoup de repas. Voilà, beaucoup de repas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, oui. Je peux poser une question? Oui. Je voulais te demander, Yacine, tu as commencé au début en racontant comment beaucoup de choses étaient nées pour toi à partir de la lecture. Et tu as découvert à travers des poètes, des chanteurs, de la lecture. Je voulais te demander si tu avais toujours le temps de lire, si tu avais toujours le goût de lire, qu'est-ce qui encourageait et enrichissait ce goût de lire et par quels moyens est-ce qu'il y a, bon, je ne sais pas. Voilà, je voulais savoir un petit peu comment la lecture continuait d'accompagner ta vie et qu'est-ce qu'elle devenait. Alors, je vais être honnête avec vous. Depuis que je suis sorti, je lis moins. Voilà, je lis beaucoup moins. Et il y a le penseur Régis Debray qui disait, je me suis aperçu de ça d'ailleurs, qu'il y a une sorte de déculturation d'une société. Et pourquoi? Parce qu'il s'était aperçu c'est-à-dire de cette dictature de l'instant où tout est cette information rapide, téléphone portable, les réseaux sociaux, le travail. Et je me suis aperçu, en fait, finalement, dans mon malheur de la détention, que j'avais un luxe, c'était le temps. Et le temps, aujourd'hui, ben, je ne veux pas dire que je n'ai pas beaucoup de temps, parce que je peux toujours en avoir. Alors, mais je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Alors, ce que je fais, par contre, j'écoute beaucoup de podcasts. Voilà. Alors, donc, il y a quand même une transmission un peu orale, comme ça, de la culture. Et j'essaie de me nourrir un petit peu voilà, de temps en temps, un petit peu de grands penseurs comme ça, qui essaient de trouver un peu des angles morts dans d'ailleurs, j'en ai besoin pour pouvoir travailler même avec. Donc, mais je lis beaucoup moins. Alors, je lis, hein, ça ne m'empêche pas de lire. Hein. J'étais d'ailleurs sur un auteur que vous devez peut-être aimer, qui est Léon Bloy. Et Léon Bloy, un auteur du 19e siècle que j'ai découvert, qui est extraordinaire. Récemment, d'ailleurs, j'ai bientôt fini, c'est La femme pauvre. Et c'est une pépite littéraire, vraiment une grande pépite littéraire, parce que voilà, c'est quelqu'un qui va dans l'absolu, voilà, qui détruit un petit peu qui fait une inversion des valeurs, hein, qui détruit toute la bourgeoisie de l'époque et compagnie, et voilà, qui se rapproche un peu que le côté transcendantal, le côté qu'on oublie, le côté des croyances un peu profondes, qui est pas dans les profondeurs de tout ça. Et voilà, c'est un polémiste que j'aime beaucoup. Et voilà. Et puis, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé, mais très complexe, très dur à comprendre, mais je me bats avec, mais voilà, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais Thérèse. Moi, pas vraiment, sauf Marie-Michel. que Marie-Michel est fanatique de Léon. Moi, je connais bien. Et donc, elle Non, mais adore. je voulais aussi demander à Yacine comment il choisit ses lectures, qu'est-ce qu'il aide, parce que ça, je pense que c'est un souci pour chacun de nous. On n'a pas un temps infini, et donc les choix sont déterminants. Et qu'est-ce qui fait même si on a peu de temps, qu'est-ce qu'on choisit de lire et qui nous aide dans ces choix? Ou qu'est-ce qui Tout à l'heure, nous aide quand je parlais de Céline, j'avais été bouleversé sur Le voyage au bout de la nuit, puisqu'il parlait de la guerre, il parlait de New York, il parle de la banlieue, il parle de l'Afrique. Et donc, il y a ce côté aussi où il sculpte tout, il n'y a pas des petites variations, puisqu'il parle de la mort, il parle de la joie, il parle de l'amour, il parle des femmes. Donc, j'ai été marqué par Céline, et Pasolini d'ailleurs, hein, parce que j'entends un italien, là, Pasolini, qui est quand même extraordinaire. Hein, on ne va pas l'oublier, celui-là. Donc, non, mais j'étais marqué par Céline. Et donc, je cherchais un peu autour qu'est-ce qu'il y avait. Je voulais comprendre un peu le personnage avec sa complexité, puisqu'il a été un peu banni, un peu le corbeau noir de la littérature.
donc, puisqu'il avait des pamphlets antisémites, etc. à l'époque, malheureusement. Donc, je voulais comprendre un peu autour la conception de cette guerre 39-45, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, la guerre 14-18 et tout. Et donc, je vois les collaborationnistes, les trucs, et pourquoi Aragon était opposé à Dru-La Rochelle, et qui est lui. Donc, je cherche. Je lis un livre, je prends un autre livre, et j'atterris sur Bernanos. Voilà, c'est comme ça que j'atterris sur Bernanos. Et je lis le journal du curé de campagne en détention. Et en lisant le journal du curé de campagne, là, je suis mordu. Voilà, donc je pars dans les contrées du curé d'Ambricourt, je crois, c'est ça, hein, voilà. Et donc voilà, donc je lis un petit peu tout ça, donc des gens, des polémistes, et comme il disait Bernanos, d'ailleurs, il disait, Dieu m'a mis une plume dans les mains, c'est pas pour rigoler avec. Ce sont des gens qui sont dans la contestation et des gens qui sont dans le combat, et ça me plaît. Là, ça m'a plu parce que j'ai un côté, voilà, un côté très fort et tout. Côté, et de Bernanos, je cherche, et je tombe sur Léon Blois. Voilà. Et c'est comme ça que dans cette périphérie d'auteurs, et toujours d'auteurs catholiques d'ailleurs, hein, souvent, et des grands auteurs catholiques. Et pourtant, je ne suis pas catholique, hein, désolé de vous le dire, je suis tradition musulmane, mais j'ai une fascination pour la littérature catholique. Voilà. Et d'ailleurs, même Saint-Augustin, et qu'on a les confessions. Et d'ailleurs, j'ai appris même qu'il avait volé des poires. J'ai appris qu'il avait volé des poires à l'époque du manichéisme, etc. Donc, c'est quand même. Et même Bernardin de Clairvaux, j'ai essayé de comprendre un petit peu son chemin en 1080, un truc comme ça à l'époque, de Dijon d'ailleurs, hein, c'est à l'époque voilà, donc tous ces docteurs de la foi et tout, j'ai essayé de creuser, comprendre, je picorais un peu partout, et même Saint Ignace de Loyola, j'ai essayé de comprendre tout ça, parti à la guerre, qui a été blessé, voilà, tout ça, ça me plaisait, voilà, parce qu'il y avait quelque chose de stimulant et quelque chose de fort, et surtout de quelque chose de transcendantal. Voilà. Ça me plaît. Voilà à peu près en gros mes lectures. Et cette curiosité intellectuelle, moi, j'ai quitté l'école à 14 ans. Il faut le comprendre, ça. Bien sûr, ça paraît, je fais un peu pédant ou cuistre hein, quand j'en parle, mais parce que c'est une fierté pour moi. Parce que c'est une fierté, parce que le fait d'avoir essayé de m'élever intellectuellement dans un milieu hostile, et dans un milieu fermé, dans une cellule, en partant des chansons, bah, pour moi, ça a été une grande fierté. Et voilà, et j'ai compris un peu le domaine, j'ai compris beaucoup de choses, même le domaine du savoir des dominants. Hein. Voilà, des dominants, je parle des universitaires, le savoir est très cloisonné, hein. Voilà, très cloisonné. Je veux dire, moi j'ai travaillé dans les musées parisiens, on ne parle pas des femmes de ménage. Et pourtant, des gens formidables, hein, mais ils parlent entre eux, voilà, ils sont là, ils parlent entre eux, Frida Kahlo et blablabla, et on ne partage pas tout ça à la femme de ménage, par exemple. Ça m'a marqué. Je dis, il y a tout ce savoir du champ de la classe sociale, elle est très verrouillée. Donc, de bousculer tout ça, ben, pour moi, ça a été une fierté parce que je me suis dit, je pars d'en bas et j'essaie de bousculer un peu les lignes et de taper un peu là-haut. Voilà. Alors, Oui, bonsoir. Ma question est beaucoup plus prosaïque là. C'était la connexion entre le détenu et Wake Up Café. C'est-à-dire comment ça se passe? Tout à l'heure, vous disiez que Wake Up Café était connu maintenant des détenus. La question, c'est comment le détenu fait-il pour savoir que Wake Up Café existe? Est-ce que c'est le SPIP qui vous sert d'intermédiaire? Autrement dit, est-ce que vous contactez les SPIP de chacune des maisons d'arrêt ou des centres de détention pour vous faire connaître et d'avoir accès ainsi à travers les SPIP à des détenus qui seraient intéressés pour, euh, pour travailler grâce à Wake Up Café et trouver un emploi? Ma deuxième question, c'était, je voulais savoir un petit peu quel est le temps qu'il faut entre rencontrer un détenu et sa sortie. On m'a dit, la préparation du détenu pendant qu'il est encore en détention, c'est de combien? Est-ce que l'idéal, c'est quoi? C'est 3 mois pendant lesquels vous allez commencer à travailler avec lui
et le préparer à la sortie? Est-ce que c'est plus proche? Ce qui d'ailleurs pose comme problème que les détenus ne savent pas toujours quand est-ce qu'ils sortent, parce que les sorties souvent sont très arbitraires, elles se font à l'issue d'un jury qui va décider tout d'un coup que la personne sort alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Donc voilà, je voulais un petit peu savoir comment ça se passe, cette sortie, enfin, cette préparation à la sortie du détenu qui est encore en prison. Voilà. Alors, c'est une très très bonne question, hein. Mais donc pour Wake Up Café, déjà, il y a beaucoup de bouche à oreille qui circulent en détention. Puis on sait, les détenus savent qu'avec Wake Up Café, il y a une perspective et un soutien. Et on a des newsletters, c'est-à-dire qu'on a comment on appelle ça, des newsletters, oui, voilà, des newsletters qu'on distribue dans toutes les détentions. Donc, dans toutes les cellules, on a une information qui circule, qui est distribuée dans toutes les détentions, surtout beaucoup d'Île-de-France où on est, hein, Lyon, Île-de-France, Montpellier, Nantes, Rennes, etc. Donc, il y a une distribution de tout ça, de ce qu'on fait en expliquant tout ce que c'est Wake Up Café. Ensuite, quand le détenu est au courant de ça, eh bien, dans cette newsletter, on leur demande de nous écrire. Et à partir du moment où il nous écrit, eh bien, on rentre en contact avec lui et ensuite on fait des parloirs. Voilà. Donc, tous les employés de Wake Up Café, la plupart de tous, hein, parce qu'on est nombreux, on va proposer un parloir et ensuite on vient les voir au parloir. Et quand on vient les voir au parloir, pour répondre à votre deuxième question, au niveau du temps, alors c'est sûr que s'il a pris 20 ans et qu'il a fait que 2 ans, il n'est pas éligible à être à Wake Up Café. Par contre, il reste sur une peine une longue peine et qu'il reste 3 ans et qu'il est conditionnable et qu'il peut sortir, ce qu'on appelle permissionnable, et qui peut sortir et qui peut être suivi en semi-liberté ou accompagné d'un bracelet électronique, il peut être éligible à Wake Up Café. Donc voilà comment on travaille. Mais l'information, elle passe, on est très connu en détention, et par ce travail de communication, qui est remarquable, hein, le travail qu'on fait à Wake Up Café à ce niveau-là. Et puis, surtout, l'administration pénitentiaire aussi, puisqu'on travaille avec la direction de l'administration pénitentiaire, diffuse l'information dans toutes les prisons. Et puis ensuite, voilà, le travail, il est affiné. On va voir mais c'est sûr que le degré de sortie, il faut qu'il soit permissionnable. Voilà. Et permissionnable, ça veut dire que même si demain, par exemple, quelqu'un qui a pris 5 ans de détention ferme, s'il a fait 2 ans, il lui reste 3 ans et qu'il peut mettre le bracelet, et que ensuite, voilà, c'est analysé par dossier, en relation avec la SPIP. Ensuite, on décide. Voilà, on décide avec la SPIP s'il est suivi, il peut être suivi par Wake Up Café. Voilà. Je ne sais pas si j'ai entièrement répondu. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Là, le temps passe. Voilà. Si quelqu'un... Alors, je vais en profiter. Je ne sais pas comment on fonctionne en France, mais parce qu'en Italie, les choses, avoir la possibilité de sortir est lié ça s'appelle au magistrat de surveillance, disons. Et je voulais savoir si Wake Up Café avait la relation avec les autorités judiciaires. Donc, si Wake Up Café était consulté sur les dossiers regardant la mise en liberté en bracelet par le fait de cette relation que vous avez avec les détenus. Ben, c'est surtout la SPIP le service spécialisé, service pénitentiaire de probation. Je n'arrive jamais à dire. D'insertion et de probation. Voilà. C'est le service. Il y a un service qui est spécialisé là-dessus, qui est en relation avec la juge d'application des peines. Et nous, on n'est pas directement en lien avec la juge d'application des peines, mais avec la SPIP. Et c'est la SPIP qui va nous dire, voilà le tel profil que nous avons, voilà le profil qui est permissionnable, qui est proche de la sortie et qui peut être suivi par Wake Up Café.
C'est comme ça. Et on connaît son dossier, on sait pourquoi il est rentré. Voilà. Donc, il y a des, comme je le disais tout à l'heure, il y a des dossiers qu'on ne suit pas, il y a des dossiers qu'on suit. En gros, quoi. Alors, on va peut-être clôturer la séance. Voilà. Après, si peut-être certains ont envie de participer à ce fonctionnement de Wake Up en étant bénévole, par exemple, ou donc en région parisienne, il y a à Montreuil et puis à Sèvres. Voilà. Sinon, financièrement, vous êtes bienvenus aussi. Et vous pouvez très facilement faire un don sur le site de Wake Up Café. Voilà, c'est très simple. Et on vous remercie d'avance. Merci beaucoup pour votre accueil et je vous vraiment vous remercier. Et je terminerai aussi par une phrase très puissante que j'ai découverte d'ailleurs en détention de Bernanos qui disait pour comprendre la vérité de l'homme, il faut savoir s'emparer de sa douleur. Et celui qui ne comprend pas la douleur de celui qui est en face ne peut pas saisir la vérité. Donc, je rejoins Bernanos là-dessus pour mes derniers mots. Merci Yacine. Merci beaucoup. Et pour continuer, donc, merci à Yacine. Et pour la suite de Aînés, ceux qui sont donc passés par le canal WhatsApp, vous recevrez l'information, mais je vous la donne à l'oral. Ça sera le dimanche, puisqu'on va basculer maintenant au dimanche soir, tous les premiers dimanches du mois. Et le dimanche 2 février, Jean-François, qui a parlé tout à l'heure, qui vit à Alep en ce moment, qui vit en Syrie, nous